Sunday Production. Quand je suis comme ça en mode Pac-Man, je regarde toutes les demi-heures le tracker pour savoir où il se situe. Et comme le terrain était casse-pattes, vraiment très très casse-pattes, c'est à mon avantage. Et je sais très bien que quand je bloque à 350 watts, pas grand monde est capable de me tenir. Là, j'étais vraiment très très confiant, très éveillé, malgré ma dette de sommeil énorme. J'étais très très éveillé et du coup je jouais comme si je jouais sur un 24 heures chrono de 24 heures VTT. Quoi. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Le 20 juin 2024 marque le début d'une aventure ultra-ordinaire. Le départ de la Race Across France by Van Rissel, 7e édition. C'est bien plus qu'une simple épreuve de cyclisme ultra-distance, les anciens participants peuvent d'ailleurs en attester. C'est une célébration de l'endurance, de la camaraderie et de la découverte à travers les pays magnifiques de notre pays, la France, dans un périple épique à travers des kilomètres de route soigneusement sélectionnés par nos équipes. Quelle que soit votre distance, 2500, 1000, 500, 300 ou le nouveau défi nocturne de 200 km, chaque coup de pédale sera une étape vers des souvenirs inoubliables et des défis personnels surmontés. Un véritable point d'appui pour votre futur. C'est dans ce genre d'épreuve que nous découvrons notre véritable force intérieure. À tous les coureurs, à tous les participants, à nos précieux bénévoles, à tous ceux qui nous soutiennent, je vous souhaite une épreuve mémorable. Pendant 10 jours, nous vous présenterons un portrait d'un homme, d'une femme, qui a eu l'audace d'être au départ, et j'en suis convaincu, vous soufflera à l'oreille à la fin de cet épisode, mais toi aussi, tu en es capable. Bonne écoute et à très bientôt. Je suis avec Joachim Mendler aujourd'hui. Salut Joachim. Salut Arnaud. Première question que j'ai envie de te poser, c'est quelques heures après être arrivé, tu as dû passer 1 ou 2 nuits de sommeil. Comment est-ce que tu as récupéré de cette Race Across France 2500 km où, je le rappelle, tu prends la 2e place derrière Lukas Becker, le coureur allemand, et 2500, alors précisément 2589 km en 5 jours, 21 heures et 19 minutes. Bah, j'ai dormi normalement, je me suis couché, il devait être minuit, je me suis levé le lendemain à 5h du mat, quoi. J'ai l'habitude de me lever à 4h du mat toute l'année avec mon boulot, donc ça m'a pas trop chamboulé de faire 5 jours de course, quoi. Alors qui est Joachim Mendler ? Je pense que ça va intéresser les personnes, alors ceux qui te suivent bien évidemment, on connaît ton parcours, mais les personnes qui nous écoutent, auditrices et auditeurs du podcast Ultra Talk, je te pose la question, qui est Joachim Mendler ? Voilà, parle-nous un petit peu de qui tu es, de ce que tu fais et depuis quand tu fais du vélo. Alors moi je fais du vélo depuis l'âge de 9 ans. Je suis normand, je suis né à Louviers dans l'Eure et depuis de nombreuses années j'habite Aix-en-Provence. J'ai parcouru toutes les disciplines classiques du vélo, minime, cadet, junior, sur route et piste, un peu de cyclocross. Et à un moment donné je me suis dit comme j'ai toujours aimé rouler, je vais faire un peu des longues distances. Et j'ai découvert l'ultra-distance avec les Masters Series du Ventoux. C'est-à-dire c'était une épreuve qu'on montait pendant 24 heures le Ventoux non-stop. Suite à ça, je me suis mis au VTT, j'ai tout de suite eu des très très bons résultats qui m'ont emmené jusqu'à réaliser une place de 8e au championnat du monde de 24 heures VTT en catégorie élite. Après ça, il y a eu le Covid. Bon, je résume un peu ma carrière. Hein. Merci, mais c'était le but de ma question. Ouais. Après ça, il y a eu le Covid et je me suis dit, les courses de 24 heures sont réduites parce que c'est des épreuves de masse. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retourner un peu à la route. Mon partenaire Chiru, avec Pierre-Arnaud Maignan, je lui ai dit est-ce que tu as un vélo ? Il m'a dit ouais, ok, j'ai un vélo, je peux te le filer. Il m'a filé un vélo, il m'a dit qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a en cours sur route ? J'ai dit il y a Race Across France, quelle distance ? 2005, allez, vas-y, 2005. Et puis me voilà parti dans la Race Across France et ça fait 4 ans que je viens tous les ans. Ça fait 4 ans effectivement, 4 fois finisher, mais avant là tu nous as présenté Joachim, le sportif, mais dans la vie professionnelle, est-ce que c'est ton métier aujourd'hui ? Est-ce que tu fais que du vélo ? Non. Qui est Joachim Mendler côté professionnel ? Alors moi, côté professionnel, je travaille dans le paysage, dans une grosse entreprise internationale, qui me suit aussi dans tout ce qui est dans tous mes événements sportifs. Et du coup, mon quotidien, c'est du vélo taf, plus ma journée de travail, qui est entretenir, créer les jardins, quoi. Donc j'ai pas besoin de faire de PPG, je la fais au quotidien. Ça, c'est intéressant quand tu vois l'utile à l'agréable. Donc effectivement, tu l'as dit, 4 participations sur Race Across France, la grande traversée.
4 fois finisher, donc tu fais partie du cercle très fermé qu'on peut compter sur le doigt d'une main de ceux qui ont terminé plus de 4 fois Race Across France, avec des temps qui à chaque fois sont une grande performance. Première participation, 5 jours, 18 heures et 1 minute. Ensuite 6 jours, 14 heures et 11 minutes. 6 jours, 14 heures et 58 minutes. Et là, tu mets 5 jours, 21 heures et 19 minutes en ayant cette règle de sommeil qui avait été déjà l'année passée. Donc si on compare l'année passée, tu as quasiment gagné 24 heures par rapport à l'année passée. Ça va être intéressant, on va en parler du sommeil, parce que je sais que depuis qu'on a introduit cette règle, tu as évolué sur le sommeil et tu as déjà participé l'année passée à l'étude avec Rémi Urdiel et tu as comparé avec cette année. Donc ça va être très intéressant. Mais parlons de cette année, donc de Race Across France 2024. Moi, je savais que tu venais pour gagner. On est d'accord, tu venais pour gagner. Oui. Voilà. Parce que l'année passée, je me souviens très bien que tu nous as quittés le samedi après la cérémonie. Tu nous as dit je reviendrai pour gagner. Donc je savais pourquoi tu étais là. Mais après, effectivement, sur la Startiste, il y a quand même, vous étiez 250 au départ cette année. Donc il y avait de plus en plus de coureurs étrangers. Est-ce que toi, avant le départ, déjà, est-ce que tu as préparé ? Est-ce que tu as fait ta préparation différemment des autres années pour cet objectif spécifique et la connaissance que tu as de l'épreuve ? Alors oui, cette année j'ai eu un gros changement. J'ai été encadré par Jonathan Tédé, qui est préparateur mental, qui m'a beaucoup aidé en amont pour gérer les émotions et gérer tous les petits aléas pendant la course. Ce qui m'a vraiment aidé cette année. Tu as un exemple sur ça ? Sur un exemple où vraiment tu as senti la différence ou quelque chose où tu aurais pu craquer éventuellement l'année passée ? Ma grosse hypo cette année à Guignon, je l'ai quand même bien gérée par rapport aux outils que j'ai pu mettre en place avec Jonathan, quoi. Et du coup, même l'appréhension de la course, le départ, la gestion des émotions pendant la course, parce que c'est difficile d'être linéaire émotionnellement sur une ultra. Parce que c'est tellement long et jour et nuit, nous on est fait pour dormir théoriquement la nuit, donc quand on arrive la nuit, il y a toujours des choses qui se passent dans la tête ou des pensées ou de l'incertitude et tout ça crée des émotions positives ou négatives qu'il faut gérer et qui peuvent être très très fortes. C'est Rémi Urdiel qui disait avant les épreuves, il a du mal à gérer l'avant-épreuve, des insomnies, il mange un peu de viennoiseries, de choses comme ça qui vont le réconforter, mais il a des difficultés à gérer l'avant parce qu'il stresse. Voilà. Toi, est-ce que ça a changé ton avant, le fait d'être accompagné d'un préparateur ? Alors oui, étonnamment, j'ai vraiment été étonné de moi-même parce que j'étais jusqu'au départ sans avoir de pression. Alors que les années précédentes, j'étais assez tendu, avec des mal de ventre, des tensions musculaires, des choses un peu bizarres qui se passent dans le corps. Là, cette année, j'ai pas du tout eu ça. Et le résultat, ça fait que j'ai fait un départ canon sur les 3 premières heures, quoi. Donc, on parlera des watts également, mais juste avant de rentrer dans l'épreuve en elle-même, le départ, la position déjà que tu avais au départ, qui je le rappelle, sur Race Across France, les dossards sont des USS. Alors on m'a posé la question tout à l'heure sur un participant, c'était la signification de USS. Mais c'est tout simplement, quand j'ai créé l'épreuve il y a 6 ans, il y avait une épreuve qui était avec assistance, tu pouvais la faire avec ou sans. Et le sans assistance veut tout simplement dire ultra self-support, donc en autonomie, en semi-autonomie pour notre concept. Et donc tu es un numéro très ancien, on va dire, parce que ça fait 4 fois que tu participes. Donc, comme le vainqueur de l'année passée n'était pas là, tu pars sur un dossard qui est quand même petit, donc dans les premiers. Alors, parle-nous justement de ton vélo. Quelle marque ? Parce que tu nous l'as dit, tu es équipé par Chirou, mais parle-nous des vélos Chirou, justement. Parle-nous de comment tu l'as équipé, que ce soit des jantes de la section de tes pneus, parce qu'il y a beaucoup d'échanges autour de la section des pneus en ultra-distance, et surtout, comment tu as disposé tes sacoches. Alors, je roule sur un full titane, cadre et fourche titane de chez Chirou, le Kunlun, pour être plus précis. Je l'ai équipé assez sobrement avec des prolongateurs Syntax, avec sacoche Apidura, une sacoche arrière à sacoche de selle, une sacoche de cadre qui fait 3 litres, sacoche de selle qui fait 6 litres, et une petite sacoche coincée entre les prolongateurs pour mettre le GPS, enfin le tracker de la course et puis 2-3 trucs à bouffer. J'ai une petite lampe que je recharge avec une batterie externe sous les prolongateurs chez Sigma, et sur le casque j'ai une K-lampe qui me permet de voir autour de moi la nuit, quoi. Sinon, après en braquet, j'ai utilisé 52-36 ovale et arrière cassette de 11-32. Ça fait un beau braquet quand même. Ouais, t'es quand même un grimpeur, on sent que t'es puissant, on sent que t'as de la force dans les reins.
Ouais, mon lieu de prédilection, c'est la montagne. Mais après, sur le plat, si je tire trop petit, je perds trop de temps. Donc l'année dernière, j'ai utilisé un 48-32, ça m'a beaucoup pénalisé. 52 cette année. J'ai remis du 52 cette année. Et en pneus, section de pneus, moi je suis fan de chez Hutchinson, donc j'ai utilisé des Blackbird de chez Hutchinson en 28 mm, tubeless. Pas eu de problème, rendement exceptionnel. J'ai eu une crevaison, mais ça a été bouché par le produit. Tubeless, ouais. Donc pas eu de problème. Et après, j'utilise un capteur de watts. Et j'ai un GPS Garmin 1040 Solar, quoi. J'ai rechargé une fois sur la course. Une fois en 5 jours. Ouais, une fois, c'est tout. Voilà. On peut mettre en avant la marque. Je pense que la Garmin, pour le coup, dans l'ultra-distance, une fois en 5 jours et 21 heures. Bravo. Voilà, j'ai juste un petit cafouillage avec la pluie ou que le GPS, je sais pas, ça a merdé un petit peu. Donc j'ai toujours 2 GPS sur moi. J'ai un e-Trex Garmin, au cas où, que j'ai mis en route le temps que je règle ma panne du premier qu'il fallait que je l'éteigne et je le rallume, je le réinitialise, je sais pas ce qu'il a eu, bon ça arrive parfois, mais voilà. Mais il faut toujours avoir 2 GPS sur soi parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver sur une telle distance. Ouais, et puis la trace, si tu perds ta trace, tu perds un temps fou derrière, justement essayer de la retrouver, exactement. Trouver une solution de remplacement. Donc j'ai toujours roulé, depuis que je fais de l'ultra distance bikepacking, j'ai toujours roulé avec 2 GPS sur moi. Ça fait un petit peu de poids, mais bon, moi j'ai ma sécurité, je suis assuré. Je suis assuré d'arriver à bon port et de respecter la trace. Bon, intéressant de cette explication de la section des pneus, mais aussi de ton vélo en titane, de ta bagagerie. Mais dans tes bagages, avec quoi tu es parti ? Parce que c'est vrai que c'est drôle en ultra-distance qu'on sait quand on fait du long, il faut essayer de s'alléger un maximum, mais en même temps avoir des choses essentielles. Et je prends l'exemple de Luca qui gagne. Alors peut-être pour toi aussi, mais Luca, il est parti comme il est arrivé. Enfin, il est arrivé comme il est parti, pardon. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun change. Aucun change, même pas de serviette pour s'essuyer à la sortie d'une douche sur les bases de vie, aucun change. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'on l'a senti avant de le voir quand il est arrivé, mais c'est vrai que c'est vraiment du minimalisme, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu avais dans tes sacoches ? Alors moi, dans mes sacoches, j'ai ce qui est de réglementaire, c'est tout. C'est-à-dire, je prends le règlement, je mets ce que le règlement m'oblige à prendre. Et le reste, c'est de la place pour de la bouffe. Ouais, le reste, c'est sur moi. Après, j'utilise quand même les bases vie pour avoir... cette année, j'ai changé de cuissard aux bases vie, maillot. Et j'ai de quoi repartir avec des aliments que je ne trouve pas dans les commerces. Mais tu as changé grâce au drop bag, c'est-à-dire que... Oui, au drop bag. Tu t'es changé avec des affaires que tu avais mis dans les drop bags, pas des affaires que tu emportais. Exactement. Donc c'est très stratégique. Je me sers des drop bags... Ouais. Parce qu'on a l'occasion d'avoir des drop bags, donc il faut s'en servir. Et tu mets quoi dans les drop bags ? Donc tu as mis cuissard, mais qu'est-ce que tu mets d'autre ? Est-ce que tu mets ton alimentation préférée ou tu sais que ça va te faire plaisir ? Ah non, je mets des choses, des boissons. Pneus, des chambres à air, enfin je sais pas, du tubeless par exemple, un produit pour recoller, pour non, éventuellement. Cette année, non, j'ai moins chargé parce que je suis parti. En fait, mon matériel, moi je le monte de A à Z, donc je sais avec quoi je pars, je sais quel problème je peux avoir. Donc dans mes drop bags, je mets essentiellement des choses que je ne peux pas trouver sur la route. C'est-à-dire des boissons isotoniques, de l'alimentation rapide, des choses qui sont difficiles à trouver ou on est obligé de s'arrêter dans un magasin de vélo pour pouvoir les trouver. Donc ça, je prends l'alimentation rapide dans les drop bags et après, sur le cours de route, en boulangerie, c'est des sandwichs, des trucs comme ça. Et tu nous as pas parlé de ton braquet, mais ta transmission mécanique, électrique ? Non, mécanique. Mécanique et frein TRP, mécanique à disque. Je suis contre l'hydraulique et l'électronique. C'est au cas où, c'est ça ? C'est pour réduire les pannes. Ouais, pour réduire les risques. Les risques de panne. Et puis si j'ai une panne, je vais dans n'importe quel magasin, je trouverai un câble. Ouais. Un câble et puis un dérailleur. Et je suis toujours en 11 vitesses. Intéressant. Ça, c'est très, très... On sent l'expérience, hein, Joachim. Alors, sur l'épreuve, donc, tu pars effectivement avec un dossard, je ne sais pas si on peut dire relativement avantageux, mais le USS 112, donc très peu sont partis devant toi. Et là, quand tu pars, Joachim, et que tu t'élances de l'île devant le Between Village, est-ce que dans ta tête, c'est de tout de suite prendre la tête pour justement marquer le tempo et puis un peu montrer les muscles, ou c'est juste de garder ton allure et puis il se passera ce qui se passera ? Alors, non, je me suis fait prendre par le jeu, un départ de course... J'avais envie de partir vite et puis je me suis dit je pars vite, je reviens devant et je monte le territoire. Je montre que je suis là cette année et que j'ai bossé sur les prolongateurs et qu'il va falloir compter sur moi, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, j'ai bossé sur les prolongateurs parce que l'année passée tu les avais pas. Non. Tu les avais jamais. Jamais. Voilà. Et pourquoi tu les as pris cette année alors ? Parce que l'année dernière je me suis pris une raclée.
Et là, tu t'es dit plus jamais. Là, plus jamais. Là, plus jamais. Les prolongateurs, c'est vraiment essentiel. Le gain de watts, il est monstrueux. La force, le confort, il y a tout. Et surtout, j'ai bossé un peu l'aéro dessus. Donc, c'est pas des prolongateurs pour du confort de roulage, c'est des prolongateurs pour de l'aéro. Donc, j'ai vraiment bossé dessus et Chiru m'a accompagné là-dedans sur la manière de les poser et de rouler avec, quoi. Donc. Ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui font de l'ultra ou qui veulent se lancer dans la longue distance. C'est effectivement les prolongateurs, c'est clair. Juste, et faites le test en fait sur votre vélo, même sans prolongateur, essayez de poser vos avant-bras sur votre guidon. Vous allez tout de suite voir que vous allez rouler plus vite, vous allez être plus aéro. Au niveau musculaire, ça va solliciter des muscles qui vont permettre de développer plus de puissance. Donc là-dessus, il n'y a pas photo, ça soulage en plus le haut du corps d'éventuelles blessures, des blessures aux mains. Donc il n'y a que du positif selon moi, et vraisemblablement tu es OK avec moi, sur le fait d'avoir des prolongateurs. Ah oui. Et donc tu pars vite, effectivement. Et alors, je crois que vous êtes arrivé au bout de 32 heures ou 36 heures d'épreuve. Et il se passe quoi? Alors explique-nous dans quel état. Enfin, moi je pourrais t'expliquer dans quel état tu es arrivé, mais ça sera ma version puisque j'étais à Guignon. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ces 48 premières heures de course? Alors je suis parti super vite et là tu peux introduire les fameux watts dont tu me parlais tout à l'heure. C'est vrai. Ça fait partie. Je suis parti super vite, j'avais l'impression de me traîner et tout. Et dans la nuit, je regarde quand même mes stats sur le Garmin et tout, et je m'aperçois que ça fait de nombreuses heures que je développe plus de 300 watts. Avec plus de 2 heures à 400, donc je me suis dit bon, va peut-être falloir calmer le jeu parce que c'est pas un contre-la-montre le truc, quoi. Et dans la nuit il y a Lucas et Jonas qui me doublent, ils sont passés assez vite et j'ai eu un petit coup de mou, donc j'ai temporisé et je me suis dit bon, la course est longue, quoi. On va les laisser partir, ils vont s'épuiser entre eux deux et puis on verra ça plus tard. Et puis souvent sur les cours, j'ai des petits coups de mou, des petits trucs bizarres qui se passent et tout. Et quand je suis arrivé à Guignon, j'ai fait une hypoglycémie, mais carabinée, quoi. Donc j'étais obligé de m'allonger, un peu en PLS. Je mange, je me rassois, là, ça revient, je fais la moitié de malaise et tout. Et du coup, comme tu me disais, hein, tu m'as vu dans un sale état. Tu m'as encadré. En fait, voilà, c'est qu'on ne t'aurait pas laissé repartir. C'est vrai. Voilà, parce qu'on t'a vu t'alimenter et on voyait ton regard, et je sais pas qui tu étais au téléphone à ce moment-là, mais tu étais un robot en fait. C'est-à-dire qu'on voyait que tu n'écoutais pas ce que la personne te disait, on voyait que tu faisais ok, de manière très mécanique, et que tu n'étais pas là en fait. Donc nous, dans le staff, on s'est regardé, on s'est tout de suite compris en disant il repartira pas. Voilà, en tout cas on ne le laissera pas partir tant qu'il se sera pas reposé. On a appelé un médecin, enfin moi j'ai appelé un médecin, je n'étais pas mis en relation, je me suis mis à l'écart et j'ai appelé le médecin. Et le médecin m'a dit mais il repart pas, il va dormir, il boit une soupe salée pour éviter un éventuel œdème cérébral. Donc voilà, on t'a donné tout ça et puis on est allé te border, vraiment. Oui. C'était ça, on est allé te border. C'est vrai, vous m'avez porté pour me mettre dans le lit Pico et tu m'as dit avec Rémi tu dors. J'ai dormi, puis je me suis réveillé après, ça allait beaucoup mieux, quoi. Ça allait on l'a vu beaucoup tout mieux. De suite, ouais. Et là tu repars, donc quand tu repars, qu'est-ce que tu te dis? Bon voilà, cette année, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois que tu fais ça. Hein. Oui. L'année passée, je crois que tu as fait une installation, il y a 2 ans, tu avais été obligé de t'arrêter 8 heures ou 6 heures. Oui, en Normandie. Ouais, c'est ça, et c'est vrai que, est-ce que tu penses que c'est physiologique ou ton corps a besoin d'avoir un pic pour se relancer ou s'adapter? Je sais pas, c'est étrange à décrire la situation qui se passe, mais oui, j'ai toujours besoin d'un petit moment de blackout pour pouvoir me ressourcer tel un phénix, quoi. Enfin, il faut que je tape un peu le fond pour me dire bon ok, t'as remis à zéro et là c'est parti, là tu peux y aller là. Donc, mais quand je me suis relevé de Guignon, j'avais pas à l'esprit c'est foutu. Oui. Comparé aux années précédentes où j'avais ces petits coups de mou, je me disais merde, c'est foutu. Là non, je me disais non, mais de toute façon j'ai fait ma pause et les autres aussi font leur pause. Donc j'ai rien perdu. Exactement. J'ai rien perdu du tout. Exactement. Non, mais et là peut-être comment dire, le travail de la préparation mentale a fait son jeu ici. Peut-être. Exactement, c'est là aussi que ça a intervenu, quoi. Alors moi quand je t'ai vu repartir, je crois que tu es reparti en 16e position ou quelque chose comme ça. Je pense qu'après 4 années sur l'épreuve, je te connais et tu l'as déjà fait par le passé. Et je savais que tu allais remonter, je savais que tu allais venir. Donc il y a une technique très particulière. Donc toi, tu as une technique quand tu repars. Qu'est-ce que tu nous as dit? J'aimerais bien que tu le partages aux auditrices, aux auditeurs. J'ai dit maintenant, je vais jouer à Pac-Man. Voilà, c'est-à-dire que tu les as tous remontés au fur et à mesure. Tu sais, cette année, on a lancé des classements un peu particuliers sur des segments, donc meilleur rouleur, meilleur grimpeur. Bah, tu sais que tu es le meilleur grimpeur.
J'ai découvert ça ce matin dans ma boîte mail. Donc, Exactement. Ça a réussi à m'aider. j'étais étonné, j'étais content parce que. T'es un grimpeur. Ouais. Après, c'est sûr que le parcours, même si les stats du parcours en elles-mêmes elles sont moins élevées en dénivelé que les années Il précédentes, n'est pas plus facile. il était vraiment très dur. Très très dur. Donc on a beau entendre autour sur les réseaux, oui, mais il y a moins de dénivelé et tout, prenez le départ. Et on en reparle après. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y avait deux segments, un dans le Massif central, un dans les Pyrénées. Donc tu traverses le premier segment du Massif central en 10h20 et le deuxième segment des Pyrénées en 12h40. Mais là où c'est intéressant, c'est que dans les Pyrénées, tu n'as pas le meilleur temps. Dans les Pyrénées, tu n'as pas le meilleur temps. C'est Lucas Becker qui a le meilleur temps 8h20 et toi tu mets 10h20. Donc là, il te met 2 heures de plus. Mais dans les Pyrénées, tu mets 12h40 et lui met 16h. Ouais. Tu lui mets 3h20. Voilà. Donc tu es donc meilleur grimpeur sur cette édition, alors que sur la catégorie des rouleurs, on va juste jeter un petit coup d'œil, Ouais. je vais te positionner. Donc là, tu n'es pas sur le podium, mais Non. c'est pas une surprise. Tu n'es pas sur le podium, tu es 9e. Tu es 9e. Et là, effectivement, Lucas, il n'y a que 45 minutes d'écart. Donc tu vois, c'est marrant les transitions. C'est-à-dire que dans la montagne, tu lui mets effectivement plus de 3 heures. Et sur le plat, lui te met seulement 45 minutes. Ouais. C'est intéressant comme ça, parce que tu peux dire, mais alors, où est-ce que j'ai perdu ce temps? Alors il y a eu l'arrêt de Guignon, effectivement, mais Ouais. Lucas aussi a fait des arrêts de 3-4 Oui, heures. oui. Donc voilà, ça donne un peu la tendance. Qu'est-ce que ça te fait penser à quoi, ces résultats? Ça me fait penser qu'on est un peu similaires physiquement. Oui, c'est vrai. On a un peu les mêmes gabarits, un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire, comme il disait à l'arrivée, appuyer fort sur les pédales. Je me retrouve un peu dans ce qu'il dit aussi quand on est en montagne, quoi. C'est un peu de bracasse et puis on monte en force. Cadencer, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc ouais, ça me fait penser à ça. Et vous vous êtes croisés sur Oui. l'épreuve, deux fois, je crois. Ouais. Une fois où c'est lui qui te double et une fois où c'est toi qui le rattrape. Ouais. Moi, je suivais au GPS, mais j'aurais aimé être une petite mouche à ce moment-là où te voir le rattraper, tu vois. Au moment où tu le rattrapes, parce qu'à un moment donné, tu étais revenu à 10 km et puis les GPS nous montraient que vous étiez quasiment ensemble. Alors, la première fois, il t'a probablement dépassé sur une portion peut-être plus plate. Roulante, oui. Voilà. Et moi, j'aimerais avoir tes sensations, tes émotions quand tu le vois. Tu vois, à l'approche du Ventoux, parce qu'on est à l'approche du Ventoux. Comment ça s'est passé quand tu le vois dans un virage au fond, dans la ligne droite où tu vois son phare qui s'éclaire? Lucas, je l'ai rattrapé. En fait, quand j'ai fait ma remontada, j'ai attendu que ça s'épuise un peu devant. Et je suis remonté de nuit en faisant juste une pause de 44 minutes. Et je l'ai rattrapé. J'ai commencé vraiment à le rattraper au petit jour, avant la base vide de Pézenas. C'est-à-dire que la nuit, j'ai rouloté. Et au petit jour, j'ai commencé à vraiment réaccélérer très très fort. Et j'ai vu que je reprenais 1 km, 2 km, 3 km. Je faisais que de manger les kilomètres. Et je voulais l'avoir à la base de vie. Je voulais l'avoir en visu à la base de vie. Chose que j'ai réussi à faire. Il finissait de manger, moi je suis arrivé. Et comme ça, il y a pu y avoir une rencontre visuelle à terre. C'est stratégique. Complètement, mais De le complètement, je sais bien. C'est pour ça que sur la base de vie de Guignon, Jonas, il est arrivé, il a quasiment couru pour prendre ses bidons parce qu'il voulait repartir absolument avant qu'Alexandre arrive et ne pas le voir en Exactement. fait. Mentalement, l'impact est énorme. C'est psychologique. Exactement. Donc du coup, mais là j'ai commencé à faire une petite erreur, c'est-à-dire j'aurais dû m'arrêter un tout petit peu plus longtemps et j'ai fait l'erreur de repartir avec Lucas qui est parti 1 minute avant moi. Mais je pense qu'il a mis le petit coup de gaz. Ah, tout de suite. Ouais, parce que j'ai mis 15 ou 20 bornes à revenir sur lui. Et pendant 15 ou 20 bornes, rebelote 450 watts pour revenir. Ouais, quoi. donc là aussi, c'était stratégique de sa part. Donc je les ai mis et là maintenant tout de suite je me dis peut-être que j'aurais pas dû les mettre. Parce que dans le Ventoux je l'ai payé mais cash quoi. J'ai été obligé de m'arrêter dans le Ventoux pour dormir parce que plus de force quoi. Plus de force, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Mais c'est le jeu, je me souviens très bien quand tu as franchi la ligne d'arrivée, tu nous as dit j'ai tenté, il fallait faire les grandes manœuvres, je les ai faites quoi. Et tu as entièrement raison, tu as tout tenté. Tu as tout tenté et je sais que Lucas était... Alors moi déjà dans ce que tu dis, explique parce que je ne sais pas si les auditrices et auditeurs comprennent le truc. C'est-à-dire que tu roules sur ton vélo à des vitesses assez impressionnantes, à 400 watts. Tu as fait au moment où tu parles, là où tu le rattrapes sur la base de vie, plus de 1500 km, même pas loin de 2000. Et tu nous dis que tu vois que tu le rattrapes de kilomètre en kilomètre. Ça veut dire que tu es connecté à chaque fois sur ton téléphone? Je regarde toutes les demi-heures. Quand je suis comme ça en mode Pac-Man, je regarde toutes les demi-heures le tracker. Ouais.
faut savoir où il se situe. Et comme le terrain était casse-pattes, vraiment très très casse-pattes, c'est à mon avantage. C'est ton avantage. Et je sais très bien que quand je bloque à 350 watts, Tu gagnes du temps. il n'y a pas grand monde qui est capable de me tenir. Donc ça, c'est comme ça dans ma tête. Dès 350 casse-pattes, il n'y a pas grand monde qui me tient. Donc du coup, Donc, grande confiance en toi. ouais, là j'étais vraiment très très confiant, très éveillé, malgré ma dette de sommeil énorme. J'étais très très éveillé et du coup je jouais comme si je jouais sur un 24 heures chrono de 24 heures VTT, quoi. Et est-ce que quand tu es comme ça, tu as des moments d'émotion et de... Alors, est-ce que tu as connu le mur, le fameux mur sur cette épreuve, c'est-à-dire le moment où tu n'as plus d'énergie, plus de force, plus d'énergie, tu es un peu affalé sur ton vélo comme un marathonien pour avoir le mur au 38e kilomètre, je crois. Enfin, voilà, les gens qui m'écoutent, je me plante peut-être dans le kilomètre parce que je ne cours pas. Mais je sais qu'il y a un mur qui se présente quand on fait du marathon. Et de mémoire, il est autour du 38e peut-être ou 32e, vous m'excuserez. Mais en tout cas, on rencontre le mur, on n'a plus de force. Et en vélo, c'est souvent, ça peut être le cas dans la longue distance. Est-ce que toi, tu l'as rencontré ce moment où tu es affalé sur le vélo sans énergie? Alors moi, étonnamment, j'ai eu ce phénomène-là dans le Ventoux. Comme quoi le Ventoux, il rappelle à l'ordre toute personne. Le Ventoux, c'est quelque chose qui se mérite et qu'il faut respecter. Et chose étonnante, c'est le lieu où j'ai découvert l'ultra-distance. Donc j'ai souffert énormément dans le Ventoux auparavant. C'est le Ventoux qui m'a forgé en tant qu'ultra. Et là, étonnamment, le Ventoux m'a mis une claque en me disant calme-toi, quoi, parce que tu n'as plus de force. Donc j'étais obligé de m'arrêter 1 heure dans le Ventoux parce que j'avais plus de force. Je montais à 3 km/h, je m'endormais sur le vélo. Ma vie était engagée là, si je continuais, parce qu'on ne peut pas continuer dans cet état-là. Donc je me suis arrêté 1 heure dans le Ventoux. Donc, est-ce que ça m'a fait perdre beaucoup de temps? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'était nécessaire. Ça m'a rappelé à l'ordre. Alors c'est vrai que le sommeil, on va en parler maintenant du sommeil avant de continuer ton aventure dans cette édition, mais depuis 2 ans, donc effectivement, on a engagé une recherche avec l'Institut de Dunkerque, et Rémi Urdiel, qui est un grand spécialiste du sommeil, est présent sur l'épreuve avec nous, comme il était l'année passée avec son équipe, étudie une 40aine de cyclistes, et donc on tire des conclusions sur comment se déroule le sommeil dans l'ultra-distance. Et en fait, au cours de l'épreuve, on arrive à établir des top 5, top 10 de ceux qui sont vraiment dans le rouge. C'est-à-dire, malgré la règle des 4 heures toutes les 36 heures, de par leur évolution et leur temps d'arrêt, parce qu'ils sont équipés de capteurs, on sait que statistiquement, ça ne va pas durer. J'ai un exemple c'est celui de Jonas. Jonas, on le voyait évoluer et Rémi me disait, c'est physiologiquement inhumain ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que ça ne pourra pas, il ne pourra pas finir comme ça. Il sera obligé à un moment donné de s'arrêter très longtemps parce que humainement, c'est impossible. Même lui, dans la voile, les grands voileux qu'il a pu suivre ou les grands trailers, c'est pas possible. Et effectivement, nos statistiques ont eu raison puisque Jonas, il a tout tenté. Jonas, c'est un rouleur et on le savait qu'il voulait arriver dans les Pyrénées avec un maximum de temps, puis ensuite gérer et réaccélérer. Lui aussi a fait des grandes manœuvres très tôt. Et malheureusement, il est tombé sur un os et il a explosé en plein vol, mais c'est pas du tout négatif. Ce que je dis, au contraire, c'est tout à son honneur. C'est qu'il a tout tenté. Il a eu le panache de se dire, si j'ai une chance, je la tente, c'est de rouler très très fort pour mettre de l'écart avant les Pyrénées. Alors, il est arrivé en premier aux Pyrénées, mais avec pas suffisamment de temps pour gérer. Et derrière, au bout d'un moment, oui, le sommeil, la privation de sommeil était très difficile pour lui. Lucas l'a croisé dans un village, ça faisait 1 heure qu'il était adossé à un poteau, il l'a réveillé, il savait plus vraiment où il était. Et pour toi, c'est pareil, c'est là où je veux en venir, c'est que le spécialiste du sommeil Rémi m'avait dit, Joachim, il est dans le top 3. Il est dans le top 3 de ceux qui vont le plus loin. Alors on le sait parce qu'on le connaît, mais je sais qu'il t'a appelé dans le Ventoux. Oui. Et tu étais à la rue dans le Ventoux, Joachim. Ouais. Tu étais à la rue. Tu lui as dit, j'observe la nuit. Tu vois ? Oui. Ouais. Tu te souviens de ça ? Oui, je me souviens très bien du moment. Je suis à 2 km du sommet, la lumière rouge au-dessus du Ventoux. Et il m'envoie un SMS, il me dit tout est ok et tout, je le rappelle. Oui, parce qu'en fait, il voyait que tu ne bougeais plus depuis un petit moment. Ouais. Donc on suit par GPS. Ce qu'il faut savoir, les gens qui ne connaissent pas Race Cross France, on a un énorme poste de gestion opérationnelle et on suit tous les GPS. On a des capteurs, des indicateurs et on sait à un moment donné quand le coureur est arrêté. Et quand on connaît le coureur et qu'on sait qu'il est dans le top 3 de la privation de sommeil et qu'il est quasiment à 1900 mètres d'altitude puisque c'est le sommet du Ventoux, eh bien on appelle. Voilà, on appelle. Et c'est ce qu'il a fait.
Voilà, je l'ai eu au téléphone et j'y ai dit je suis au bout du rouleau, je comprends ce que ça veut dire ne pas dormir. Enfin voilà, j'ai fait tout un truc et j'ai dit là j'arrive au sommet, j'ai dormi 1 heure et il m'a dit de faire attention à moi dans la descente, que si j'ai des coups de mou, qu'il fallait que je m'endorme, que je m'arrête et que je dorme dans la descente et tout, et je devais le prévenir à l'arrivée à la base vie à Sceaux. Chose que j'ai fait, arrivé à Sceaux, j'ai envoyé un SMS pour dire que je suis à la base vie, et du coup je pense que j'ai rassuré un peu tout le monde. Ah oui, c'est sûr. Mais oui, j'ai été très très loin dans la privation de sommeil, et la chance que j'ai, c'est que est-ce que c'est une chance, je ne sais pas, mais j'arrive à très bien gérer la privation de sommeil, ce qui est un avantage sur mes concurrents. Je te confirmerai. C'est la conversation que j'ai eue avec Rémi. Il m'a dit il va très très loin certes, mais par contre il est impressionnant de sa gestion de la privation effectivement de sommeil. Tu sais combien de temps tu as dormi sur cette édition ? Grâce au capteur, oui, je sais. Moi je le sais, mais je ne veux pas le dire parce que je ne sais pas si tu le sais, mais moi je sais combien de temps tu as dormi. Rémi, quand je suis arrivé, il m'a dit donne-moi ton capteur, je veux voir tes stats. Et il est venu me voir, il m'a dit tu sais combien de temps t'as dormi ? Je dis je sais pas, plus que l'année dernière quand même. Il me dit mais non, mais encore moins que l'année dernière. Il me dit encore moins que l'année dernière et t'as dormi 6h30. C'est ça, 6h30. 6h30 sur 5 jours et 21 heures d'effort quoi. Donc il m'a dit il me dit tu gères très bien, mais il m'a dit c'est compliqué. C'est pas tout le monde qui peut casser cette capacité. Il m'a dit c'est très très rare de voir ça quoi. Ouais, c'est sûr. Et à quel moment, Joachim, donc là on explique effectivement, donc, dans le Ventoux, tu as tenté les grandes manœuvres, il y a ces regards croisés à la base de Vides-Pézenas, Lucas qui repart, tu repars tout de suite 1 minute derrière, puis tu mets 15 bornes à le rattraper, ça veut dire que Lucas il a mis full gaz, ouais. Voilà, et tu expliques que tu le payes dans le Ventoux, et ça veut dire que quand tu arrives à la base de Sceaux, tu dois probablement checker les classements, voir où est son point GPS. À quel moment tu t'es dit, parce qu'à un moment tu te l'es forcément dit, même si je sais que tu voulais gagner, c'est mort, c'est pas cette année. Je me suis pas vraiment dit c'est mort, parce que tant que la ligne n'est pas franchie, il peut tout se passer. Peut crever, il peut casser une chaîne, il peut... Exactement, ça aussi c'est de l'expérience, bravo. Il peut se passer plein de choses, même s'il est très solide comme gars, mais les gorges c'est horrible. C'est horrible les gorges, elles sont très dures, c'est la fin de course, et 1 km on a l'impression que ça fait 10. Donc voilà, le temps ne passe pas pareil. Donc je me suis dit, allez, de toute façon je suis obligé de me reposer, je peux pas continuer dans cet état. Donc je blague, j'adore blaguer, ça fait 5 jours que j'ai pas parlé vraiment beaucoup de monde, donc je parle avec les bénévoles qui me connaissent depuis de nombreuses années, et puis voilà, je m'entends très bien avec eux, puis on blague, et puis après je vais faire ma petite sieste de 45 minutes. Alors Rémi m'a dit il faut dormir 2 heures, j'ai dormi 45 minutes, j'avais pas répondu aux SMS qu'il m'avait envoyé. On ne lui dira pas, t'as pas répondu aux SMS. Non, je l'ai bien vu, mais j'y ai pas répondu, parce que je savais très bien ce qu'il allait me dire. Donc je dors 45 minutes et j'ai juste regardé le tracker du 3e d'Alexandre, où il se situait. Là aussi il y avait bataille. Voilà, donc je me suis dit il faut que je garde une petite marge de manœuvre parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver, si j'ai une crevaison ou quoi, il me faut de la manœuvre pour pouvoir réparer. Donc je me suis gardé une petite marge de confort et après je suis reparti. Et quand je suis reparti, j'ai vu que le tracker de Lucas était à l'arrêt parce qu'il dort, il est obligé de dormir. Il me l'a dit, il m'a dit je n'arrive pas à me priver de sommeil, donc il faut que je dorme. Je me suis dit, il y a peut-être un petit coup à jouer quand même parce que j'ai roulé pendant 2 heures, il dormait toujours, donc je me suis rapproché à 25 bornes de lui. À un moment donné, vous étiez à 10 bornes, effectivement. Ouais. Donc, c'est vrai que Lucas a besoin de 4 heures. C'est-à-dire qu'il s'arrête 4 heures. Alors, il dort peut-être 3 heures, mais il s'arrête 4 heures. Il fait ses repos d'un bloc. Oui. Et sa stratégie, c'est justement d'un bloc pour éviter de sortir son sac à 2 reprises ou à 3 reprises. Il fait tout en une seule fois. Mais il a besoin de dormir. Ouais, donc c'est physiologique chez lui. Donc, il est obligé, il ne peut pas aller outre ça. Je me suis dit, peut-être il y a une petite carte à jouer là-dessus. Mais il me manquait de la fraîcheur, quoi. Ça, c'était indéniable. Il m'a manqué vraiment beaucoup de fraîcheur pour pouvoir... vraiment revenir et après faire un sprint parce qu'au final sur les temps de départ on n'était pas beaucoup loin, donc si je le rejoignais il fallait que j'y prenne 10 ou 15 minutes, un truc comme ça pour pouvoir vraiment prendre la victoire quoi. Mais c'était jouable. Alors c'est vrai qu'au final il y a cette arrivée sur Mandelieu, seulement 3 heures et 9 minutes d'écart après 2589 km. Et Alexandre arrive 50 minutes derrière toi, moins de 50 minutes, 47 minutes derrière toi. Donc vous êtes 3 en 4 heures. Voilà, 3 en 4 heures. Ouais. C'est le nouveau ultra, quoi. C'est le niveau, ça devient homogène.
Tu trouves que, toi qui as participé depuis 4 éditions, tu trouves que le niveau est différent? Le niveau s'est élevé ou le niveau... C'est plus homogène peut-être? Les écarts se sont resserrés? Je pense que si on compare par rapport aux années précédentes, ouais, le niveau monte. Le niveau monte. Et si on compare par rapport à l'année dernière, je dirais que c'est kiff-kiff, quoi. Parce que si on prend Lucas, ça pèse quand même dans le game. Hein. C'est pas le peintre du quartier qui vient faire la raf. Même s'il n'a pas un gros palmarès. Souvent c'est comme ça. Les gars qui n'ont pas des gros palmarès mais qui font du voyage à vélo sont très très forts en ultra. Donc c'est pas à négliger. Puis il y a toujours des gens qui découvrent l'ultra. Et puis que d'un seul coup, boum, ils explosent et ils sont très très forts. Ouais. Donc non, le niveau il est présent. Hein. On peut pas faire 2500 bornes en 5 jours 20 heures si on n'a pas de niveau, quoi. Donc ça c'est indiscutable. Donc ouais, le niveau, et puis plus ça va aller, plus le niveau va devenir homogène avec des stats de fou, et puis il va se professionnaliser. Voilà. Moi j'en suis arrivé, moi j'ai connu l'ultra claquette chaussette. En gros, et maintenant, carbone. Ouais, maintenant je suis obligé de me staffer avec des préparateurs et tout ça. Donc, Très intéressant. C'est vrai que dans les 10 premiers, il y a le vainqueur de Race Cross Belgium, le vainqueur de Race Cross Paris, le Régis qui a terminé 5 fois Race Cross France avec des temps qui sont toujours sous les 7 jours. Il y a le deuxième de Race Cross Belgique et Race Cross Paris. Donc oui, il y a du niveau, ouais. Il y a de l'expérience, et c'est la première année qu'un étranger, un coureur allemand, gagne Race Cross France. Et il y a peut-être une révélation, s'il y avait une révélation à faire, c'est Antoine Penkala. Antoine Penkala qui n'avait jamais fait premier ultra, alors il avait fait déjà des distances plus courtes, mais vraiment jamais un tel voyage. Et en fait, lui aussi, au fur et à mesure que l'aventure avançait, on le voyait remonter au classement parce qu'il devait peut-être se révéler à lui. Et c'était drôle d'ailleurs, sur la ligne d'arrivée, on a souvent les familles maintenant qui viennent à l'arrivée justement pour accueillir le participant, et sa compagne, et Antoine nous disait je ne comprends pas, ça va être un autre homme, puisqu'il a toujours besoin de dormir 8 heures pour être agréable. S'il n'a pas ces 8 heures, même lui le reconnaît, Antoine le reconnaissait une fois qu'il est arrivé, c'est que s'il n'a pas ces 8 heures de sommeil, le lendemain c'est un relou, en fait, il est vraiment relou, tu vois. Et en fait là il s'est surpris, il s'est dit mais en fait peut-être que j'étais trop psychorigide au final, et peut-être que je peux très bien m'en sortir avec un peu moins d'heures. Donc c'est ce que j'ai dit à sa compagne, Antoine sera un nouvel homme à compter d'aujourd'hui. C'est un voyage thérapeutique, ultra. Clairement. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur cette épreuve, sur l'aventure que tu as vécue, Joachim, mais peut-être plus généralement sur l'épreuve que tu as vue aussi se développer, Race Cross France. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Moi, la chose que je trouve vraiment très très agréable, c'est que chaque année le parcours change, et que cette année on a été dans des nouveaux horizons avec le Massif Central qui a été magnifique malgré la pluie, mais ça a été magique parce que c'est des cols qu'on n'a pas l'habitude de passer en vélo ni en entraînement, parce que c'est vraiment au milieu de la France, donc on n'y va que très rarement. Et les Pyrénées, ça c'est juste somptueux, les Pyrénées. Moi je connaissais pas du tout. Je connaissais un petit peu en VTT parce que j'ai fait des courses là-bas, mais Pays Basque, les cols avec des pourcentages diaboliques, et puis les autres cols pyrénéens, enfin c'était juste top. Les gens, c'est top là-bas, c'est tout vert, franchement c'est très très agréable de rouler sur des nouvelles routes qu'on ne connaît pas. C'est notre promesse quelque part, c'est d'emmener les gens voyager à travers la France. C'est ça, et puis c'est vrai que depuis mes 4 participations, j'ai jamais été déçu par le parcours, quoi. C'est un parcours qui nous emmène toujours sur des routes secondaires, ce qui est très agréable. Bon, parfois il y a un peu des nationales, mais parce qu'il n'y a pas le choix. Mais on y trouve toujours son compte, à quel que soit le niveau. Qu'on veut jouer la gagne ou qu'on veut juste faire du voyage à vélo, il y aura toujours de quoi s'amuser. Tout à fait. Avec des bases vie qui sont très bien faites, où on peut se reposer, manger, où on peut être assisté, où que les bénévoles sont à nos petits soins. Ça, c'est une chose qui est excellente pour ce type d'épreuve-là, qui permet aux gens de découvrir vraiment la longue distance en sécurité. Ouais, c'est vrai, alors là-dessus, c'est vrai que les bases de vie, la semi-autonomie, ce concept, moi j'y ai cru dès le départ, et je suis convaincu, s'il y a autant de participants qui viennent d'année en année, c'est que ça fonctionne. Après, sur le parcours, il faut aussi rendre à César ce qui est à César, c'est que je suis accompagné par Pascal Bride sur les parcours, c'est-à-dire que moi je lui donne les villes où je veux passer. Voilà, je lui dis, comme par exemple cette année, je lui ai dit on va partir de Lille, on va passer dans le Massif Central, et puis je vais à Anglette, et puis ensuite on arrive à Mandelieu. Donc des fois, il me dit voilà, mais comment tu veux que je m'arrache pas les cheveux avec ce que tu me demandes. mais par contre, il arrive à nous sortir des parcours à chaque fois qui sont exceptionnels. Donc voilà, un grand bravo à Pascal Bride, qui est connu
connu dans le monde de l'ultra-distance, hein, c'est Bridou, voilà, pour ceux qui le connaissent. Donc un grand merci à lui s'il nous écoute, mais c'est vrai qu'il fait un travail extraordinaire sur les parcours, puisque encore parfois 10 jours avant le départ, on a une préfecture qui nous dit non, la route là ici, elle sera en travaux, il faut changer de parcours. Là, le pont, il est barré, il faut aller au pont qui est 30 km plus loin. Et là, on a une complexité pour arriver à un kilométrage qui soit le plus proche de celui qu'on annonce. Le 2500 km fait 2589. Tu vois, le 1000 km fait 1156. Tu vois, donc on essaie aussi, avec toutes ces contraintes, de faire au mieux possible. Mais en tout cas, un grand merci pour ce retour, Joachim. Et puis, on arrive sur la fin de l'épisode. Alors moi, j'ai deux questions en une. En fait, c'est où est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent te suivre et quel message tu souhaiterais faire passer aux auditrices et auditeurs? Ils peuvent me suivre sur Instagram, qui est à la mode maintenant, avec Ultra Jojo. Mais après, le message que je peux donner, c'est prenez du plaisir dans ce que vous voulez réaliser et ne vous occupez pas des autres. Occupez-vous de vous et réalisez votre envie. C'est le principal. Bon, on se retrouve en 2025 ? Là, c'est encore frais, mais c'est dans un petit coin de ma tête. Le parcours sera nouveau, en tout cas. Ça sera un nouveau parcours. Ouais, ne me tente pas trop quand même. Parce que... non, mais voilà, je tease un peu, tu vois, un peu teaser, un peu teasing quand même. Donc, ce sera bien évidemment en 2025 un nouveau parcours. La date est fixée, ça sera du 12 au 22 juin. C'est une exclusivité que je du 12 au 22 juin. Ça sera sur un nouveau parcours, mais par contre, toutes les distances arriveront de nouveau à Mandelieu-la-Napoule, Côte d'Azur. C'est la destination de nos arrivées, mais par contre, voilà, toutes les autres villes départ seront différentes en fonction des distances et on ira sur de nouvelles routes de France. Voilà. Un grand merci à toi, Joachim, d'avoir pris le temps, quelques heures après ton arrivée, d'échanger avec moi, de partager avec les auditrices et auditeurs ton parcours. Et j'invite à tout le monde d'aller se connecter sur Instagram pour suivre les aventures de Joachim Mendler. Merci, Joachim. Merci, Arnaud. Alors, cet épisode, il vous a plu ? Merci de partager l'histoire de mon invité à votre entourage. Par WhatsApp, c'est hyper simple, mais aussi sur les réseaux. Il le mérite, non ? Et en plus, cela permet au podcast de se faire connaître un peu plus chaque jour. Merci beaucoup pour cette attention et à très bientôt pour une nouvelle histoire vraie. La vôtre, peut-être un jour d'ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.